Dans l'épisode d'aujourd'hui, je retrouve Laurie Gouin, directrice générale de Team Créatif Lyon, et Céline Nizinski, directrice artistique de Team Créatif, pour parler du packaging de demain. Comme vous le savez, je me suis donné pour mission dans ce podcast de donner la parole aux acteurs du changement, et cet épisode montre en tout point que Team Créatif relève les nouveaux challenges de notre société. Avec ces experts du packaging, nous avons évoqué 3 grands enjeux pour demain. Le développement durable et comment l'agence accompagne les marques à trouver des solutions pour la planète, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Team Créatif intègre aussi pleinement dans sa mission l'engagement à travers la certification B Corp que Céline vous détaillera plus en détail au cours de cet épisode. La digitalisation et les différents outils que cette société de plus en plus numérique a créés, comme le QR code que vous pourrez retrouver sur certains de nos packagings, le Gen Code et les applications liées à cela, mais aussi le développement des sites e-commerce et comment adapter les packagings à ces nouveaux supports. Le vieillissement de la population, un chiffre peut-être, en 2050, 1/3 des Français auront plus de 60 ans, et l'impact que cela pourra avoir sur les designs sera conséquent. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite dans un premier temps à écouter l'épisode de la semaine dernière sur le rôle du packaging, à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles en inscrivant Team Créatif, le rôle du packaging. J'avais hâte de recevoir Laurie et Céline sur le podcast pour leur connaissance tout d'abord pointue sur le packaging, un sujet encore peu ou pas abordé sur les plateformes de podcast, mais aussi car Céline et Laurie sont passionnées, extrêmement agréables et très sympathiques. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Team Créatif, le packaging de demain. Alors on continue cette interview avec une deuxième partie sur le packaging de demain. Je suis toujours avec Team Créatif et pour représenter l'agence, j'ai ici avec nous Laurie Gouin et Céline Nizinski. Alors dans cet épisode, on va parler du packaging de demain. Si jamais vous avez loupé le premier épisode, je vous invite à l'écouter. C'était sur le rôle du packaging qui est sorti la semaine dernière. Et il y a un chiffre clé que vous m'avez communiqué, Team Créatif, qui m'a surprise. C'est que 75% des consommateurs pensent que le changement viendra des entreprises et le design peut accompagner dans cette direction. En quoi le design, justement, peut accompagner ce changement et comment vous, en tant qu'agence Team Créatif, vous accompagnez les marques sur ce changement? Merci Salomé. En effet, chez Team Créatif, on est persuadé que les marques qui s'en sortiront et qui existeront encore dans plusieurs dizaines d'années seront celles qui s'engagent. On le voit, les consommateurs cherchent des preuves, des engagements, des choses les plus vraies possibles. Ils n'ont plus envie d'avoir un discours trop marketé. Ils veulent des produits les plus vrais, les moins transformés, les plus conformes possibles pour vivre en bonne santé et puis pour avoir de bons produits. L'idée, dans un premier temps, avant de conseiller nos clients, c'est on a eu une démarche pour intégrer dans notre mission d'agence une dimension d'engagement. Et pour ce faire, en fait, on sait qu'on a un rôle à jouer dans le futur. Et donc, chez Team Créatif, on s'est mis en mouvement puisqu'on est en train d'être certifié B Corp. On est dans une démarche pour une labellisation, une certification. B Corp, c'est un label qui concerne la responsabilité sociale et sociétale et environnementale de l'agence. Et puis, B Corp, ça certifie donc des entreprises privées et l'idée, c'est de ne pas chercher à être la meilleure entreprise au monde, mais être la meilleure entreprise pour le monde. Donc, c'est ambitieux, mais en tout cas, ça concerne à la fois les collaborateurs de l'agence, mais aussi les clients, la gouvernance. En fait, on essaye d'être d'englober. En fait, c'est quelque chose d'holistique, d'avoir tous les acteurs du changement ensemble, parce qu'on pense que c'est uniquement comme ça qu'on peut faire évoluer les choses pour les années à venir. Et pour donner un exemple, en fait, B Corp, c'est pour l'instant 2800 entreprises certifiées dans le monde. Ça fait pas beaucoup. En France, il y en a que 80. On espère être dans les 10 prochains certifiés. On est
On n'est plus très loin. Et puis, ça nous a fait réfléchir. Là, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On s'est donné une mission. On a un claim qui le traduit. C'est Design a Beautiful Tomorrow. Ça veut vraiment dire on va faire de demain un beau futur en le designant et en faisant en sorte que ce soit un futur engagé et d'aider les marques à aller vers plus de bonnes pratiques. Et donc, pour aider les marques, il faut qu'on progresse, nous, dans nos pratiques, à l'interne comme à l'externe. Donc, à l'interne, on va améliorer nos pratiques. On va être sur des choses assez concrètes comme faire attention à avoir des achats responsables, à changer toutes nos bouteilles en plastique pour des gourdes et des fontaines à eau, à compenser nos déplacements avec la fondation Good Planet, de faire aussi en sorte que les salariés se sentent bien au sein de l'entreprise, d'avoir par exemple un congé paternité allongé, enfin plein de petites choses au quotidien qui font en sorte que on puisse faire des progrès, en tout cas sociaux et environnementaux au sein de l'agence. Et puis à l'externe, c'est plus agir pour la communauté. Ça va être aider à construire, par exemple, les engagements RSE de nos marques. On a accompagné récemment Bonduel avec le Bicorp. Et puis, par exemple, aussi Le Sieur, une marque du groupe Avril, pour exprimer les engagements de la marque. Il y a aussi des engagements de Björg. En tout cas, on accompagne les marques et on va les aider à avoir une charte RSE. C'est un grand projet à l'agence d'être certifié Bicorp et de pouvoir avoir toute cette connaissance et puis ensuite la transmettre, parce que c'est l'idée, pas juste rester avec nos connaissances et les garder pour nous, mais les transmettre à nos clients et puis aussi les transmettre à la communauté, aux autres agences, partager nos expériences au sein des associations de design auxquelles on fait partie, pour tout ça pour faire évoluer le métier. En faisant mes recherches, j'ai trouvé plusieurs grands enjeux sociétaux pour demain. Alors, je pourrais en évoquer je ne sais combien. On va dire qu'il y en a 3 qui émergent quand même relativement bien. C'est bien évidemment le développement durable et l'environnement. On a une partie sur une société de plus en plus numérique et digitalisée. Et puis une autre partie sur le vieillissement de la population. Je vous propose qu'on balaye ces 3 grands enjeux en échangeant sur comment ça pourrait se retranscrire sur les packaging, sur la communication des marques, mais aussi quel est votre rôle pour accompagner ces marques en ce sens. Alors si on se parle de développement durable et d'environnement, est-ce que vous avez des éléments à nous partager sur ce grand enjeu ? Alors oui, tout à fait. Du coup, sur le développement durable, en fait, aujourd'hui, on est tous conscients de la situation de notre planète, tous conscients qu'il y a de plus en plus d'emballages qui sont jetés dans la nature ou qui arrivent dans les océans. Et du coup, un des rôles de l'agence et aussi des marques avec lesquelles on travaille, c'est de prendre en compte cette réalité et de trouver des solutions pour y répondre ou pour limiter en fait l'empreinte négative pour le coup sur la nature. Et puis le deuxième pan de ça, c'est aussi, on en a déjà parlé dans le premier podcast, mais c'est tout le gaspillage alimentaire où en fait on l'a beaucoup entendu pendant un temps, mais on n'a pas de planète B. Et du coup, travailler sur des emballages à la fois plus responsables, mais qui permettent aussi une meilleure conservation des produits, c'est du coup être plus en harmonie avec notre planète, avec notre nature. Et du coup, c'est ces enjeux-là auxquels on doit, en tant qu'agence et avec les marques pour lesquelles on travaille, répondre. Mais en tout cas, prendre en charge. Ça, c'est la situation de la planète et on l'a tous bien en tête. Il y a des mouvements de plus en plus forts comme celui, par exemple, de Greta Thunberg qui est très active sur les réseaux sociaux, qui justement encourage les gouvernements, les marques et les populations à prendre vraiment acte de ce changement nécessaire. Et c'est ce que les gouvernements font, puisqu'il y a de plus en plus de lois sur les emballages
sur des mesures en fait pour bannir certains types d'emballage ou pour accélérer certains types de recyclage. Et par exemple, en Europe et en France particulièrement, on est en ce moment, tous, à la fois en tant qu'agence et en tant que marque, le devoir de répondre à l'enjeu qui est de bannir en fait les plastiques à usage unique. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit c'est facile, il suffit de les supprimer. Mais en fait, un plastique à usage unique, c'est par exemple le bouchon d'une bouteille. Donc si on supprime un bouchon de bouteille, du coup, on peut plus contenir le liquide à l'intérieur. Ou alors on va supprimer les pailles, mais du coup pour un enfant, est-ce que supprimer une paille, c'est pas supprimer un élément de praticité? Donc en fait, tout le travail qu'on va faire avec les industriels, c'est vraiment d'accompagner ce changement pour que demain on trouve des solutions qui soient plus durables, qui permettent à la fois de répondre aux enjeux gouvernementaux, mais surtout de répondre aux enjeux planétaires qu'on connaît et environnementaux qu'on connaît. Et là, pour l'exemple du bouchon de bouteille qui, je trouve, est très intéressant, très parlant, c'est quelque chose qui est déjà en vigueur ou qui va être en vigueur? C'est quelque chose qui va être en vigueur. Pour moi, c'est à horizon 2025, donc c'est vraiment les marques, elles vont devoir vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps. En fait, la solution la plus, entre guillemets, la plus simple, c'est d'avoir des bouchons solidaires. Donc, quand on dit un bouchon solidaire, c'est un bouchon qui, en fait, continue à être attaché à la bouteille ou à la gourde et qui, du coup, ne peut pas être jeté, indépendamment de la bouteille. Mais du coup, quand on se dit, c'est facile, il suffit finalement de remplacer un bouchon par un bouchon solidaire. Mais en fait, derrière, ça va poser beaucoup de questions d'usage pour le consommateur, puisque au final, c'est bien le consommateur qui va l'utiliser. Donc, est-ce que c'est facile à ouvrir? Est-ce que c'est facile à refermer? Est-ce que du coup, quand on boit, par exemple, il n'y a pas de gêne pendant la consommation du produit? Et ça va aussi poser des questions aux industriels de comment, du coup, on met en place ces nouveaux bouchons, pour prendre l'exemple toujours des bouchons, sur une ligne de production ou ou dans le stockage ou dans le transport, ça pourrait aussi demain avoir des impacts sur la résistance de la bouteille, par exemple, ou sur sa fermeture. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien hermétique et que ça nous permettra de le transporter de la meilleure des manières? Donc en fait, à partir du moment où on commence à parler éco-conception et prise en compte de l'environnement, on va devoir vraiment avoir un triptyque à prendre en compte qui est la réalité environnementale. Il faut réduire la quantité de plastique, il faut mieux recycler ce plastique et les emballages. Il va falloir prendre en compte la réalité industrielle. Il y a une ligne de production qui existe avec des lignes de production et donc un certain process dans toute la fabrication de l'emballage. Et puis le consommateur qui, au final, va utiliser son produit et qui va devoir avoir, si ce n'est la même qualité de service qu'il avait auparavant, voire une qualité de service supplémentaire. Et en ça, il y a un vrai enjeu avec le consommateur parce que sur le déclaratif, tout le monde est prêt à changer, tout le monde est prêt à mettre plus cher pour avoir un meilleur produit ou moins d'emballage, etc. Sauf que dans le quotidien, quand on fait des tests conso avec des emballages qui changent, tout le monde freine des cas de fer parce que l'expérience n'est pas la même. Donc nous, en tant qu'agence, on a aussi un rôle à jouer pour accompagner la marque et les consommateurs pour bien expliquer, pour faire peut-être en plusieurs temps la démarche. Et moi, le dernier changement en tant que consommateur que j'ai pu voir et qui a été bien mené, je trouve, c'était le fait que McDo enlève ses pailles de ses magasins et a recréé un gobelet qui ne nécessite plus de paille, un gobelet qui fait en sorte d'être opérationnel sans paille. Et ils ont fait d'ailleurs une communication autour de ça qui était assez marrante parce que ils expliquaient comment boire dans un gobelet finalement. Alors que pour chaque consommateur au McDo, tout le monde cherchait les pailles parce que c'est un réflexe de mettre la paille dans le couvercle. Et je trouve que ça c'est un bon exemple, c'est que maintenant quand on va au McDo et qu'on n'a plus de paille, ça nous choque pas. Et ça a été bien accompagné en fait par cette marque parce que je pense que derrière il y avait aussi des études et beaucoup de. Ça paraît simple en fait au final,
quand on l'a dans la main, mais je pense que en termes de R&D, de recherche, etc., au préambule, ça a demandé beaucoup d'efforts. Donc nous, c'est notre rôle d'accompagner et de faire en sorte que l'emballage de demain puisse être plus vertueux. Oui, tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que ça pousse également les collaborateurs, alors que ce soit des industriels ou même chez vous, chez Team Créatif, à être plus transverses sur ces missions, en tout cas à être plus ouverts sur les autres services, que ce soit l'Indus, la R&D pour la recherche des nouveaux packaging, tout ce qui est les problématiques éco-conception, mais aussi de conservation du produit. Enfin, je pensais par exemple au changement de bouchon. J'imagine qu'il y a aussi cette problématique-là. Et également au niveau de la communication, comme tu le disais, Céline, pour communiquer aux consommateurs et éduquer finalement le consommateur à des nouvelles pratiques. C'est ça. En fait, notre rôle, il est exactement comme tu viens de dire, Salomé. C'est à la fois vraiment dans l'accompagnement des marques avec toutes les parties prenantes d'un emballage pour les grandes marques, donc industrielles, R&D, etc., pour vraiment trouver avec eux les meilleures solutions pour demain. Et ensuite, une fois que la solution est trouvée, c'est comment on va la communiquer au consommateur pour que on lève aussi des freins, qu'on lui explique et que surtout on lui explique un bénéfice. Et en fait, ça rejoint aussi un des éléments qu'on a partagé au premier podcast, c'est que plus la marque elle va être transparente et plus ce sera bien perçu par le consommateur. Et on a vu sur ces dernières années des marques qui ont été progressivement, par exemple, sur l'utilisation du plastique recyclé. Au départ, ils en ont mis 25%, puis 50%, puis pour arriver à 100% de plastique recyclé. Mais du coup, ils ont été vraiment dans cette démarche d'accompagnement pour expliquer qu'en fait, on pouvait pas passer du jour au lendemain à 100% de plastique recyclé, parce que déjà la filière n'existait pas complètement et qu'en plus, en termes de conservation de lignes de production, c'était pas forcément facile. Et du coup, tout ça se fait dans le temps et de manière très fluide aussi, mais c'est très important que le consommateur le comprenne ou comme l'exemple de McDonald's dont on a parlé, qu'on l'accompagne dans ce changement de rituel, puisque souvent un packaging est aussi associé à un rituel d'ouverture, de je plante ma paille dans le petit opercule plastique et du coup je change le rituel, donc tout cet accompagnement, et c'est aussi le rôle d'une agence de design de le mettre en scène, de le logotyper parfois, de lui créer un univers graphique qui permette en fait d'accompagner ce changement pour le consommateur. Tout à fait. En préambule, j'ai évoqué donc plusieurs enjeux sociétaux. Donc là, on s'est parlé du développement durable et d'environnement. Maintenant, si vous le voulez bien, rapidement, on va se parler de digitalisation. Alors, pour être commercial, je vois de plus en plus par exemple, sur les packs, de QR codes, enfin de choses comme ça. Comment ça vous impacte ? Est-ce que ça vous impacte et est-ce que demain, on pourra imaginer des packagings un peu différents par rapport à ça ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance à vouloir montrer nos engagements, dire beaucoup de choses sur un pack. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment tendance à vouloir dire beaucoup de choses sur un pack qui a une surface limitée. Même si on n'a pas tous la visibilité d'un paquet de céréales, hein, on a souvent des packagings qui font quelques centimètres carrés. Et donc, comme il faut aller à l'essentiel, il vaut mieux garder l'essentiel sur le pack pour avoir l'impulsion d'achat et puis avoir toutes les informations primordiales. Et après, par contre, quand le consommateur va vouloir en savoir plus sur son produit, savoir d'où il vient, connaître la filière, les gens qui travaillent derrière ou qu'est-ce qui compose exactement le produit, le QR code va vraiment venir nous aider pour juste faire un relais et renvoyer à un site internet par exemple ou une application qui là va pouvoir vraiment dérouler et développer tout le discours de la marque et tout ce qu'elle a pas pu dire en packaging. En fait, c'est vraiment une chouette possibilité aujourd'hui qu'on a pour en dire plus sur les produits. On a aussi, donc on parle du QR code, mais il y a aussi le Gen code, hein, qui est le numéro d'identité du produit, qui va nous aider
avec les applications comme Yuka, comme Siga, pour la transformation, le taux de transformation des produits, Open Food Facts, etc. Ils vont aussi nous donner des informations et ce côté digital va donner aux consommateurs beaucoup plus de billes pour comprendre et choisir aussi, parce que c'est ça en fait aujourd'hui la bataille, elle est sur le meilleur produit en fonction de ce que je recherche. Je suis totalement d'accord. Et pour Yuka, c'est vrai qu'en magasin, on voit de plus en plus de personnes avoir le réflexe pour faire leur choix au niveau des produits, de prendre leur téléphone et scanner le code barre. Ça devient un réflexe maintenant, plus qu'une habitude même. Et en fait, nous, ce qu'on dit aux marques ou aux marketeurs avec lesquels on travaille, on va plutôt encourager, nous, à avoir des QR codes. Pour la raison qu'a évoquée Céline, qui est de dire, en fait, on a des surfaces d'expression qui sont de plus en plus petites parce qu'on cherche aussi à réduire la taille des emballages. Et on a de plus en plus de choses à dire pour révéler tous les engagements de la marque, tous les labels, tous les 100 dont on a parlé au premier épisode. Donc du coup, on va leur dire, il faut avoir un QR code pour amener cette valeur ajoutée supplémentaire ou pour dévoiler des choses qu'on ne peut pas écrire sur votre packaging. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on reprend la maîtrise de l'information. Aujourd'hui, la marque, quand notre consommateur scanne un GenCode, il va chercher une information qui n'est pas gérée par la marque, puisque c'est Yuka ou Siga ou Open Fact Food qui gèrent l'information. Du coup, de remettre le QR code et l'information chez le client ou chez les marques, c'est aussi permettre d'avoir un discours plus propriétaire pour la marque, peut-être plus pointu que ce que peut être révélé par un tiers. Donc, c'est aussi une manière de créer vraiment un lien entre la marque et le consommateur. Et ça, pour nous, c'est très important. Et la seule chose la seule condition, en tout cas, qu'on met à ça, c'est qu'il faut que le QR code ait un réel intérêt. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière le QR code, il faut vraiment que ça amène une valeur ajoutée pour le consommateur, que ce soit une valeur ajoutée informative, parce que du coup, je vais savoir où a été plantée la salade, par exemple, quel a été le producteur, éventuellement engager une discussion avec ce producteur. Ou alors, un avantage financier qui, au moment où on scanne un QR code, génère un bon de réduction et du coup redéclenche un achat la fois suivante. Et du coup, ça permet vraiment de créer si on met ces conditions en place, ça permet vraiment de créer un lien très fort entre la marque et son consommateur en passant par le biais du digital, en fait. Tout à fait. Et un exemple qui est plus d'actualité, c'est que là, en ce moment, il y a de plus en plus de marques qui habillent un peu leur packaging pour Noël. Et il y a Nutella, sur leur pot de Nutella, qui ont apposé directement sur le couvercle un QR code que les consommateurs peuvent scanner et qui leur renvoie sur une page où ils peuvent justement recycler leur pot de Nutella. Avec la possibilité de faire ce qu'ils appellent des Nutellariums, des Nutella bougies. J'ai trouvé que c'était une excellente idée pour justement voir comment recycler son packaging et en plus avec la saisonnalité pour les fêtes. Donc je trouvais que c'était c'est un bon exemple. Assez intéressant. On a beaucoup parlé plutôt de linéaire dans le premier épisode et il y a un point qui moi me tient vraiment à cœur sur le packaging, c'est tout ce qui est e-commerce ou drive. Cette année, c'est l'explosion des sites de vente en ligne, et y compris pour l'agroalimentaire. Et en fait, ce développement du coup des sites e-commerce ou des sites drive fait que demain, un des enjeux pour les agences de packaging, c'est aussi de travailler sur des images qui soient en fait, des packaging complètement adaptés à ces nouveaux supports, puisque en linéaire, on voit les packs à taille réelle, on a le temps de regarder toutes les phases, de prendre en main le produit, de parfois même le sentir à travers l'emballage. Quand on est sur un site marchand, on est derrière un écran, parfois derrière un écran de smartphone. Du coup, il y a un vrai enjeu pour nous et pour les marques à créer des visuels qui permettent de transmettre les valeurs, une réalité produit, un storytelling qui permet en fait de recréer une émotion derrière son écran entre la marque et le consommateur. Et je trouve que ça, c'est un des enjeux qui
qui existait, mais qui s'est complètement accéléré avec la crise qu'on traverse en 2020. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous pourrez m'apporter des chiffres vraiment précis, c'est pas le but, mais est-ce que vous avez peut-être une estimation de la part des packagings sur les drives, par exemple, qui ont été retravaillés suite à l'accélération du drive? Est-ce que ça concerne la moitié, un tiers? Est-ce qu'il y a beaucoup encore de chemin à parcourir? Il y a encore, alors je pourrais pas te donner de chiffres, par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir puisque jusqu'en fin 2019, c'était un sujet qui était peu pris en compte, que ce soit par les distributeurs, par les marques, enfin voilà, c'était pas un sujet central. La crise du Covid et le stockage, les achats en ligne pour pas se retrouver tous dans des supermarchés a fait que du coup c'est devenu une question primordiale. Et nous on voit du coup depuis 6 mois le nombre de briefs se multiplier sur ce sujet-là. Bien sûr, complètement. Et vous, donc, vous aidez les marques à... Vous accompagnez les marques pour travailler. Alors, je pense qu'en langage marketing, ça s'appelle les Hero Image. Exactement. Ouais, si je me trompe pas, dans le jargon. Petit clin d'œil aux marketeurs qui m'écoutent. Mais vous, donc vous, en tant qu'agence, vous accompagnez les marques pour retravailler ces visuels, c'est ça? Exactement. En fait, on va faire en sorte que elle soit le plus reconnaissable et le plus visible possible. En fait, tout le travail qu'on va faire en linéaire, ça va être la même chose sur un écran d'ordinateur ou un écran d'iPhone. Il va falloir qu'on reconnaisse tout de suite la marque, le produit, et surtout, le plus difficile, je trouve, dans une gestion de e-commerce, c'est de se rendre compte de la quantité, de la taille du packaging qu'on achète quand on voit une petite image. Donc, bien mettre en avant, si on achète un pack de 12 ou un pack de 6, que ce soit des yaourts ou de la bière d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu tous des surprises à commander au drive et à se retrouver avec des kilos de nourriture à pas savoir qu'en faire parce que la Hero Image n'était pas juste. Donc il y a vraiment mais c'est bien parce que ça nous donne des billes pour faire mieux la fois suivante, hein, en tant que consommateur et aussi en tant que graphiste, d'être vraiment le plus clair possible sur ce qu'on va acheter. Et en l'occurrence, en e-commerce, ça va être un design très simple et on va pas forcément mettre en avant les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Donc c'est encore un autre domaine, mais très très passionnant qu'on travaille aussi à l'agence sur plusieurs marques. Oui, et ça me fait sourire quand tu as dit qu'on s'est tous un peu plantés. Moi, pour la petite anecdote, pendant le premier confinement, j'ai commandé des bananes en pensant que je commandais 3 bananes. Je me suis retrouvée avec 3 kilos. Donc, bon, voilà, les bananes à bread et tout, ça y est passé. Et là, dernièrement, sur un tube de ketchup, je me suis fait avoir et j'ai pris un tout petit tube. Et c'est dingue parce que je pense que le consommateur fait ses courses sur le drive pour justement gagner du temps et n'a pas envie de passer énormément de temps à lire les grammages, chose que j'ai fait et que je suppose... Enfin, plein de consommateurs le font. Et c'est vrai que le visuel est juste hyper important pour qu'on se rende compte de la taille du produit, hein. Dernier enjeu qu'on va balayer ensemble, c'est le vieillissement de la population. Peut-être un chiffre pour commencer. Au 1er janvier, on était sur 20,5% des Français qui ont au moins 65 ans, ce qui est quand même conséquent. Vous, comment ça vous impacte sur votre travail, le retravail peut-être des packaging? À quel moment ça vous impacte par rapport à l'accompagnement que vous apportez aux marques? C'est vrai que si on se projette dans le futur, en 2050, donc dans 30 ans, il y aura 70 millions d'habitants en France et un tiers de plus de 60 ans. Ça sera encore un peu plus puisque nos fameux millennials qu'on chérit aujourd'hui, ils auront 50 ans et donc on aura une population vieillissante. Aujourd'hui, les plus de 50 ans, ils achètent plus de la moitié de la consommation dans les produits de grande consommation. C'est des chiffres qui paraissent fous, mais en fait c'est là où le pouvoir d'achat se situe. Chez, on va dire, nos seniors, hein, même si 50 ans on est encore très jeune, mais ce que je veux dire c'est que
c'est hyper important en fait de prendre en compte cet enjeu de vieillissement de la population, parce que l'emballage, le packaging, il doit s'adapter à des personnes qui, au fur et à mesure des années, perdent leur capacité physique et intellectuelle. Ça va être, on voit moins bien, on marche moins bien, on a des problèmes un peu aux mains aussi pour ouvrir les packaging. Et donc tout ça fait que il va falloir qu'on améliore les packs, et notamment par exemple la lisibilité pour un mode d'emploi, pour des instructions. Il va falloir écrire sans doute un petit peu plus gros, pas être forcément encore 6 ou 7, mais en tout cas d'avoir des caractères typographiques lisibles. Par rapport à l'appréhension, tout à l'heure, Laurie nous parlait de la bouteille de Volvic, mais c'est un super exemple pour l'ouverture et la fermeture facile, parce que on a du mal à ouvrir les bouchons, les couvercles. On a vu, par exemple, pour les enfants, on a rajouté des ailettes sur les bouchons pour ouvrir les gourdes de compote. Ça, c'était en partie pour pas qu'ils les avalent, mais par exemple, pour des seniors, ça peut être très intéressant pour aider à ouvrir et gagner en force, en puissance pour ouvrir un produit. Il y a aussi un autre élément à prendre en considération pour les produits, c'est leur poids, parce qu'en fait, 1 litre pour quelqu'un qui est jeune et en forme, ça va, mais pour une personne âgée, ça commence à devenir un peu trop lourd. Donc peut-être qu'il faudra aussi, je sais pas, faire des bouteilles qui fassent 750 centilitres et pas 1 litre. Ça peut être plus facile pour manipuler et verser, par exemple. Et puis même dans le format, l'idée c'est aussi de se dire, est-ce qu'on aurait la juste dose d'un produit. On a souvent des personnes âgées qui vivent seules ou à 2, donc, et puis on mange aussi en plus petite quantité. Donc est-ce que on n'aurait pas plutôt intérêt à faire des petites portions pour ne pas trop gâcher, ou en tout cas des choses qui soient plus faciles à stocker, à réutiliser, à nouveau à refermer. On en revient sur les opercules et sur les bouchons. Donc le format, voilà, quelque chose aussi de très important à prendre en compte. Et puis les messages. En fait, les messages, au-delà de leur lisibilité, il va falloir aussi utiliser un vocabulaire adapté, de pas vouloir être branché à tout prix, ou d'être trop dans un langage marketing, être accessible en fait le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre, les plus jeunes comme les plus vieux. Ça c'est quelque chose d'important. Tous ces éléments, on l'a pas dit en préambule, mais c'est important de le préciser. Team Créatif est ambassadeur du livre blanc de Fabrice Pelletier, qui s'appelle L'emballage à l'aube de sa révolution, et qui étudie justement tout le futur de l'emballage et tous les enjeux sociétaux qui vont incomber aux marques dans les années futures. D'accord. Ce livre blanc, on peut le retrouver sur... Alors Fabrice Pelletier est très actif sur LinkedIn. Il fait beaucoup de conférences également. On t'enverra, si tu veux Salomé, on t'enverra son lien pour que tu puisses voir ce livre blanc. Et en effet, Fabrice Pelletier et du coup vient de sortir un 2e livre qui s'appelle La révolution de l'emballage, qui est du coup une suite de ce livre blanc. Et qui du coup montre toutes les avancées de l'emballage en termes justement d'éco-conception, tout ce qui est bien, tout ce qui est du coup plus discutable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très investi dans le packaging et dans le futur du packaging. Après, il y a une question qui me vient, c'est que c'est un peu comme les engagements. Je me dis toujours, si tout le monde, tous les packaging se retravaillent pour être plus visibles, plus impactants et plus engagés, comment on va déceler finalement comment finalement le consommateur va finir par faire son choix. Enfin, c'est une question assez compliquée à répondre, mais c'est vrai que vu qu'on va tous un peu dans la même direction,
Après, c'est une question aussi de goût, c'est-à-dire que si, par exemple, les consommateurs, ils n'ont pas tous les mêmes choix comment dire, Ils peuvent être fidèles. Oui, ils achètent pas tous un packaging pour les mêmes raisons. Voilà. Il y en a qui vont rentrer justement par l'engagement sur la rémunération d'un producteur. D'autres va préférer de savoir que c'est des produits locaux ou français. Un autre va préférer au contraire quelque chose qui soit plus dans une expérience sensorielle, une texture ou tout simplement une nouveauté produit. En fait, il existe presque autant de consommateurs que de produits en linéaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque problématique qu'on a à l'agence, on a des profils consommateurs différents avec aussi des enjeux différents, des enjeux marketing différents. Donc, je pense pas qu'on arrive un jour à une linéarité de choix, en tout cas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Céline et Laurie pour votre temps. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si les auditeurs ont des questions à vous poser ou peut-être l'agence ? Nous retrouver, vous pouvez entrer en contact avec nous sur notre page LinkedIn ou sur notre page Facebook. C'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec Team Créatif. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Salomé. Merci beaucoup Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramène ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de Ramène ta fraise, tout attaché, .podcast. À la prochaine.